Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Servir la bonne cause en générant de la performance. Michael Israël, président fondateur d'Iveo. Pour te donner des exemples un peu concrets, par exemple, on finance une action de cet ordre-là contre TikTok sur un non-respect de la RGPD, par exemple. Donc là, c'est vraiment des utilisateurs individuels. Et on a d'autres actions. Par exemple, on a financé le cas des opioïdes aux États-Unis. Avec 1 milliard d'euros sous gestion, ce gérant spécialisé en fixed income a diversifié son offre de fonds en créant un des tout premiers fonds de financement de contentieux. Iveo permet à des personnes lésées de financer les actions en justice tout en offrant à ses investisseurs des rendements attrayants. Vous allez donc découvrir une classe d'actifs totalement décorrélée des autres qui nécessite une expertise extrêmement pointue. Michael revient sur certains des 47 deals financés comme le cas TikTok ou encore le cartel des camions. Vous verrez le rôle que jouent les cabinets d'avocats qui créent l'action en justice, qu'elle soit collective ou individuelle. Nous revenons sur la structuration de ce fonds un peu particulier, sur sa garantie en capital et sur l'agrément AMF très spécifique qui a été délivré à Iveo. Ce Litigation Funder a déjà levé et déployé un premier véhicule, mais ne compte pas s'arrêter là. L'ADN d'Iveo, c'est de sortir des sentiers battus et de découvrir de nouvelles sources de rendement sur des marchés très spécifiques. Vous ne m'en voudrez pas, je n'ai pas pu m'empêcher de questionner Michael sur les stratégies fixed income. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Michael. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre dans ce magnifique hôtel. J'ai changé d'endroit pour enregistrer cet épisode sur Iveo. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter aux auditeurs ? Oui, alors je dirais que ma connexion avec le monde de la finance, c'est en sortie d'études et ça remonte maintenant à plus de 20 ans. Et donc j'ai démarré d'ailleurs chez Paribas, presque au même moment où ça a été racheté par BNP. La suite de ce passage chez Paribas, j'ai pu rejoindre Rothschild et compagnie gestion à l'époque, qui a changé de nom entre-temps. Et puis, 5 ans plus tard, j'ai rejoint Merrill Lynch, où j'y ai passé quasiment 8 ans. Et en 2012, donc on va fêter d'ailleurs nos 10 ans cette année, donc on a créé Iveo avec des copains. Et voilà, l'aventure Iveo depuis 10 ans maintenant. Merci beaucoup. Alors, on va se spécialiser sur un des fonds que vous avez lancé, qui est dans le litigation finance, le financement de contentieux. Et en fait, j'aimerais juste, avant qu'on parle spécifiquement d'Iveo, que tu rentres un petit peu dans les détails et que tu nous expliques un petit peu ce contexte des litiges que vous financez chez Iveo. Alors, le contexte des litiges, je dirais que c'est assez large quand même si pour simplifier, on va dire qu'on va faire plutôt des contentieux commerciaux et qui prennent plusieurs formes, qui peuvent être soit des formes d'arbitrage, donc qui se traitent sur des cours d'arbitrage, ou alors vraiment qui peuvent se traiter sur des cours locales, et c'est on va dire de la dispute commerciale typique, des contrats qui ne sont pas respectés généralement. Et puis, depuis quelques temps, il y a un marché qui s'est ouvert à ce type de financement. En Europe Alors justement, oui, qui s'est accéléré en Europe. Il existait déjà aux États-Unis, mais finalement aux États-Unis, pas si facile à financer, parce que je dirais que le marché est déjà assez mature là-dessus. D'accord. Mais en Europe, il y a tout le principe des actions collectives. Les class action, hein. Voilà, des class action, mais en anglais, le mot précis, en fait, parce que c'est pas vraiment précis de dire les actions collectives, le mot précis, c'est le private enforcement. D'accord. Et je vais l'expliquer parce que c'est intéressant. En fait, l'idée ici, c'est de dire une fois qu'il y a une décision qui a déjà été rendue, généralement, pour prendre un exemple concret, si on prend un exemple des autorités de la concurrence, elles jugent certains dossiers. Et elle signale qu'il y a eu un cartel, des entreprises qui se sont entendues pendant un certain nombre d'années, par exemple. Et à la suite de cette décision rendue par une autorité, il y a une amende qui est donnée à ces cartellistes. D'accord. Mais pour autant, cette amende, elle va dans le budget de l'Europe, si par exemple c'est l'autorité de la concurrence européenne qui a rendu cette décision. Mais elle ne vient pas dédommager les gens qui ont vraiment subi le préjudice. D'accord. C'est une amende c'est quelque chose qui rentre dans les budgets d'État, mais qui ne vient pas directement dédommager la victime. Et depuis 2017, il y a ce qu'on appelle la directive dommage,
au niveau européen qui a été mise en place et qui va justement permettre, sur la base de décisions de cet ordre-là, à ceux qui ont vraiment subi le dommage de pouvoir aller porter leur action soit individuellement, soit collectivement. D'accord. Et demander une réparation économique au préjudice subi par cette entente concurrentielle. Et à qui s'adressent-ils quand ils font cette demande ? Ils s'adressent, soit ils viennent chercher, soit ils se représentent collectivement, généralement c'est une fondation qui va les représenter ou une association qui va les représenter, qui va mener l'action en justice pour eux. C'est là où, on va en parler tout à l'heure, mais c'est là où il y a un besoin de financement par exemple et où un litigation funder peut venir apporter du capital. Soit ils vont amener leur action tout à fait individuellement, donc ils vont prendre un cabinet d'avocats et saisir la justice du pays généralement dans lequel ils se trouvent pour aller demander réparation économique suite au préjudice. Là où c'est intéressant, c'est que ce sont des dossiers où il n'y a plus à prouver. On n'est pas là à devoir démontrer qu'il y a eu une entente concurrentielle, ça c'est déjà jugé. Ok. Donc c'est plus un sujet, je dirais, de quantum. Réallocation pas de l'amende en réalité. Non, si, pas de l'amende. Non, parce que l'amende, c'est fait. Et encore une fois, c'est allé dans d'autres caisses. D'accord. Non, c'est vraiment le sujet de dire, ok, j'ai subi ce préjudice, mais combien ça vaut ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois recevoir en échange de ce préjudice ? Et c'est ça, le combat de cette phase-là, je dirais, c'est vraiment un combat de chiffres. C'est de dire, oui, il y a eu un préjudice, ça, on va pas le démontrer. On a généralement presque pas à le démontrer. Je dis presque parce qu'il y a toujours des nuances. Si on doit aller dans le détail, je te raconterai tout à l'heure. Mais globalement, c'est quand même un débat de chiffres. D'accord. C'est l'expertise de vraiment comment on peut valoriser ce dommage à l'échelle de chaque individu qui l'aurait subi. Alors, tu as parlé des individus, est-ce qu'il y a aussi des entreprises ? Tout à fait. D'ailleurs, on a les deux, d'ailleurs, j'allais dire. Mais, parce que j'allais dire, non, c'est surtout des... Mais c'est pas vrai. En fait, on a les deux. Si tu veux, pour te donner des exemples un peu concrets, par exemple, on finance une action de cet ordre-là contre TikTok sur un non-respect de la RGPD, par exemple. Donc là, c'est vraiment des utilisateurs individuels. Et on a d'autres actions. Par exemple, on a financé le cas des opioïdes aux États-Unis. C'est quoi le cas des opioïdes aux États-Unis ? Est-ce que tu m'en parles comme si je savais ? Alors, tu trouveras une série Netflix qui est très intéressante d'ailleurs dessus. Oui, il y avait des soucis, mais je ne savais pas qu'il y avait eu un cas spécifiquement là-dessus. Alors, il y en a pour te dire d'ailleurs, il y a beaucoup de cas en fait. En réalité, c'est vraiment multiple. Donc, tu connais l'histoire, c'est un scandale pharmaceutique de grande ampleur. Et en fait, tu as des victimes individuelles qui se sont regroupées pour essayer de justement porter l'action en justice. Mais tu as aussi des entreprises, et tu as aussi par exemple, tu vois, c'est intéressant, des municipalités. D'accord. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu te rends compte que ce médicament a créé en fait une augmentation très forte des hospitalisations, enfin, tu as des municipalités qui peuvent dire, par exemple, moi, au niveau de mes hôpitaux, au niveau de mes organismes les sapeurs-pompiers, etc., j'ai eu une explosion de mes coûts parce que j'ai dû intervenir de manière considérable à cause des ravages de l'utilisation de ces médicaments. Et donc, moi aussi, je porte mon action en justice pour recevoir un dédommagement lié à ce scandale pharmaceutique. Et dans ce cas précis, il s'adresse à... Parce qu'il n'y a pas qu'un producteur d'opioïdes. Exactement. Mais donc, à qui s'adresse-t-il ? À une fédération chacun, on porte une action directement contre tous les participants à ce marché. D'accord. Vraiment, tous ceux qui ont une responsabilité dans ce scandale, dans ce malheur, c'est eux qui sont visés par l'action. Et on peut s'attendre à des montants de combien quand il y a des actions en justice comme ça qui sont menées ? Alors, c'est très asymétrique. Oui. Donc, effectivement, le principe des actions collectives, c'est qu'on parle très vite en milliards, j'allais dire en centaines de millions, mais honnêtement, on parle très vite en milliards. Et justement, je dis c'est très asymétrique parce que finalement, le montant qu'il faut investir, je t'expliquerai un petit peu peut-être comment ça fonctionne l'investissement. On va le financiariser. Tout à fait. Mais le montant qu'il faut investir, même si on parle de millions d'euros généralement pour pouvoir mener une action comme ça et la faire bien, n'a rien à voir avec le montant potentiellement récupérable de l'action. Tout à fait. Alors, c'est vrai que quand tu en parles comme ça, moi j'ai l'impression, je connais pas grand-chose à ce marché-là, mais que ça vient quand même beaucoup des États-Unis. En Europe, ça commence à arriver, mais comment est-ce que les gens, qu'est-ce qui va motiver quelqu'un à aller voir, par exemple, son cabinet d'avocat en disant voilà, j'ai envie de monter un groupe, avec mon groupe Facebook, je ne sais pas, on souhaite mener une action. Est-ce que les gens
Enfin, je veux dire, qui initie au départ l'action en justice? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Alors sur les actions collectives, justement, puisqu'on est sur ce sujet-là, c'est pas tellement comme ça que ça marche. C'est-à-dire précisément comment ça marche, c'est plutôt les cabinets d'avocats eux-mêmes qui vont généralement essayer de créer l'action. D'accord? Et donc, si tu prends... Ils font du bizdev en quelque sorte. Alors, bon, ce qui se passe, c'est qu'il y a le mot en anglais, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais globalement, il y a, une fois que l'action est menée, il y a ce qu'on appelle une phase de... Enfin, c'est pas une fois que l'action, tout ça se fait en parallèle. Il y a une phase de book building. D'accord. C'est-à-dire, tu dis, voilà, aujourd'hui, il y a quelque chose. D'accord? Il y a une action juridique réelle. Je te reprends l'exemple des cartels. Voilà, il y a une décision de justice. Suite à ça, il y a eu un préjudice réel. Et il y a des gens qui sont potentiellement en droit, lésés, et en droit de recevoir une réparation économique. Donc généralement, ce qui se passe, moi je le vois en tant que litigation funder, ce sont les cabinets d'avocats qui viennent avec une action, avec déjà un client ou deux clients ou quelque chose, et qui viennent nous expliquer le fond de cette action. Et il y aura une phase secondaire, quand on parle d'action collective, je dis bien, parce que parfois je t'ai dit on peut la porter de manière individuelle, si l'enjeu... imagine, tu as été un gros acheteur, par exemple, il y a un cas très connu en Europe maintenant qui est le cartel des camions. Donc tu as tous les fabricants de camions, presque tous, sont partis de ce cartel. Donc ils se seraient entendus sur les prix, ils ont reçu une amende de l'autorité de la concurrence européenne. Et derrière, tu as soit des gens qui ont acheté des milliers de camions, ils n'ont pas besoin de se mettre en collectif, et tu en as d'autres qui ont acheté 1, 2, 3 camions et ils trouveraient plus intéressant, et notamment vu le coût de cette opération, d'aller la mener tout seul, ils se regroupent et ils vont faire une action collective. Si je reprends cet exemple-là, tu vas avoir généralement 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou 10 déjà candidats à l'action qui arrive avec le cabinet d'avocats. Et puis après, il y aura une phase, donc je te disais, de book building, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'action est en train de se créer, il y aura une phase où on va essayer de faire venir plus de monde dans cette action pour la rendre encore plus importante. Je regardais ce matin, par exemple, il y a une grosse action contre Mastercard. Et justement, à chaque fois aussi, du côté de la défense, ils essayent toujours d'essayer de limiter le nombre de personnes. Et donc ça fait partie du combat aussi, etc. Donc c'est un peu dans ce sens-là que ça se passe. C'est souvent les cabinets d'avocats qui sont en train de gérer une action et qui vont venir l'amener à des litigation funders et la faire grandir. D'accord. Merci beaucoup, c'était très clair. Alors, en quoi un contentieux est-il un actif financier? Alors, si on fait un petit parallèle, on va dire que aujourd'hui, tu as n'importe quel actif, tu dirais, il a une certaine valeur, et il a une valeur si je fais un certain capex. Je peux aller chercher telle valeur ou pas. Bon. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on sait que normalement, et comme tout investissement, tu n'as pas de certitude non plus. Tu peux aussi faire un investissement qui s'avère mauvais. Et tu avais vu une valeur, et puis c'est pas cette valeur à l'arrivée. Donc on est vraiment sur la même chose. Mais en tout cas, pour aller chercher cette valeur, il faut faire un certain investissement, le capex. D'accord. Et donc là, typiquement, on peut vraiment simplifier, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a cet actif qui a manifestement une valeur économique possible à aller chercher. Mais pour aller la chercher, il faut investir de l'argent. Et cet investissement, c'est principalement financer toute la procédure légale jusqu'à l'obtention du résultat et même la collection de l'argent auprès du défendant. D'accord. Et donc, ce CAPEX, c'est principalement prendre la meilleure équipe d'avocats qu'on estime être en mesure de traiter ce dossier et l'amener jusqu'au bout. Ça a un coût. Ça a un coût sur plusieurs années. Et donc, c'est un budget assez important. Il y a toute la phase d'expertise aussi, qui est un coût aussi très important à financer. On fait venir... on y viendra après. On fait venir des experts. Il faut développer tout ça, il faut payer, il faut financer. Tu as aussi, quand on parle d'arbitrage, des coûts... je ne sais pas, les gens qui ne sont pas familiers n'imaginent pas, mais un arbitrage à lui seul peut coûter énormément d'argent. Juste le fait d'être sur une cour d'arbitrage par rapport à être sur des tribunaux, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, généralement. Et tout ça, il faut du capital, comme tout actif. Tu vois, là, on revient à la financiarisation. J'ai un projet, j'ai de la valeur en vue. Comment je fais pour aller chercher cette valeur? J'ai besoin de faire un certain investissement, donc j'ai besoin de capital. D'accord, parfait. Voilà, la boucle est bouclée.
Et alors, je vais confier aux éditeurs qu'avant cet entretien, on a beaucoup parlé des marchés financiers, justement, de la corrélation et la décorrélation suivant les différentes classes d'actifs. Alors, ce que tu me disais, c'est que justement, l'intérêt de cette classe d'actifs alternative, c'est qu'elle est absolument pas corrélée au marché financier traditionnel. Oui, je te dirais, il y a plusieurs intérêts, mais tu pourrais même dire le punchline, vraiment, qui est utilisé par nous, tous nos confrères, parce que c'est la vérité. Je ne crois pas qu'il existe aujourd'hui un actif financier complètement décorrélé de tout. Et donc, quand je dis de tout, je vais parler de 2 proxys les plus importants, et on le voit en ce moment sur les marchés, c'est-à-dire être décorrélé finalement de la croissance mondiale. Je veux dire, c'est pas parce que tu as un ralentissement de croissance mondiale ou de la récession que ça va changer la valeur de ton cas de manière significative. Donc on est très peu, voire quasi pas corrélé, et on n'est pas corrélé non plus au niveau des taux d'intérêt. On est sur des choses totalement idiosyncratiques qui ont une valeur intrinsèque qui est un juge qui va donner son point de vue sur la valeur des dommages qu'il y a à payer. Oui. Donc vraiment, si on recherche une vraie décorrélation à tout ça, parce qu'on est ennuyé par la corrélation, même quand on se diversifie beaucoup, on voit bien quand même que beaucoup de choses marchent quand même dans le même sens. Là, tu as vraiment quelque chose qui est décorrélé. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que je vais te rajouter un truc qui est aussi particulier, parce qu'on me l'a fait remarquer, c'est vrai, c'est qu'en plus, au sein même d'un portefeuille, chaque cas est décorrélé l'un de l'autre. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas de trait commun entre les cas. Non. C'est tellement idiosyncratique qu'à la fin, on a un vrai produit décorrélé, parce que quand même, à la fin, sur d'autres produits, tu as quand même aussi entre les sociétés, tu as quand même des liens. Il faut que l'économie aille bien, etc. Ouais. Voilà. Super intéressant. Alors, j'aimerais que tu nous présentes IVEO, mais surtout que tu nous expliques ce qui vous a amené à lancer ce fonds. Parce que vous faites plutôt du fixed income. Enfin, je te laisse présenter la société de gestion. Bon, alors IVEO, comme je te l'ai dit avant qu'on démarre le podcast, alors c'est nos 10 ans cette année, donc on va fêter nos 10 ans en juillet. Donc on est une société de gestion indépendante, régulée par l'AMF, qui a, je dirais, comme ambition, en fait, depuis le départ, d'ailleurs c'est notre slogan, mais c'est de dire d'élargir les univers d'investissement. C'est-à-dire, nous, ce qui nous parle, c'est justement, je vais le dire un peu de manière provocatrice, on comprend, mais on n'aime pas le discours de « nous, on fait que ce qu'on connaît ». C'est un discours très utilisé, qui a vocation à rassurer dans le métier, où on dit non, mais nous, on fait que ça. On se spécialise, voilà, etc. Nous, on fait que ça, nous, on fait que ce qu'on connaît, nous, machin. Ce qu'on comprend bien, évidemment, que à partir du moment où on fait, il faut faire bien. Ouais. Mais je vois pas pourquoi on pourrait pas, justement, essayer de regarder toujours des nouveautés, toujours des nouvelles choses, toujours explorer. Et donc ça, c'est notre ADN. Donc on l'a fait dans le fixed income, comme tu dis. Donc notre coloration, c'est les émergents, c'est s'aventurer, c'est regarder, c'est analyser, comprendre et faire. Alors juste sur les émergents, vous investissez dans quel type de pays et sociétés? Alors nous, on fait que des dettes émises en hard currency, donc on va dire principalement en dollars, parce que c'est un autre sujet, c'est un autre monde quand tu commences à aller sur de l'investissement en devise locale. Le vrai driver de performance sur la devise locale, c'est pas l'analyse des boîtes et le crédit et tout ça, c'est principalement déjà la volatilité des devises. Donc c'est un métier de devise. Si tu veux rester sur dire, moi, ce que je pense savoir faire, c'est l'analyse des boîtes et la capacité de remboursement, etc., comprendre un business, comprendre un secteur, comprendre une société, et arriver à projeter pour voir si je prends un risque intéressant par rapport à ce qu'elle me paye en rendement, il faut que tu te concentres si tu vas sur les émergents, il faut que tu restes faut que tu évacues ce sujet de la volatilité des monnaies. Ouais. D'accord ? Donc tu es d'abord sur ce segment du corpo hard currency. Ouais. Ensuite, ce qu'on fait nous, qui est une particularité, je dirais, c'est qu'on aime beaucoup une typologie de risque qui est le risque code postal. Je m'explique et je vais le faire. Je ne connaissais pas ça. Tu vois, mais c'est marrant parce qu'en anglais... Et donc à l'époque de Merrill et tout ça, tu vois, tu peux pas. Ça s'appelle zip code. C'est vraiment Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de dire aujourd'hui, si tu as un rendement intéressant, il y a une raison. No free lunch. Exactement. Voilà. Donc cette raison, généralement dans les marchés et notamment les marchés obligataires, elle est très simple. Tu abaisses la qualité de crédit. Plus tu as du rendement, c'est que le corollaire de ça, c'est que généralement ton émetteur, ta contrepartie, tu as abaissé un petit peu tes critères. Les junk bonds, quoi. Voilà, donc tu as le système des notations qui reflète généralement que tu es sur des sociétés de plus en plus endettées. Finalement,
tu descends dans les notations parce que tes sociétés sont plus endettées. Et après, tu as d'autres choses qui rentrent en compte, et puis tu as des covenants, tu as des choses... tu as ton analyse qui est faite. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, nous, on disait souvent, c'est pas une fatalité. Il n'y a pas que en abaissant la qualité de crédit qu'on peut obtenir plus de rendement. Ouais. Par exemple, le code postal a un impact sur le niveau de rendement d'une entreprise, même si son business n'est pas forcément lié au code postal, mais juste parce qu'elle est enregistrée dans le pays. Donc, je vais te parler d'un truc qui va te parler tout de suite. Tu te souviens de la crise européenne en 2011-2012, les crises souveraines, les PIGS, tu te souviens ? Exact. Portugal, Irlande, Espagne, tout ça. Bon. Est-ce que tu te souviens que les entreprises espagnoles ou grecques ou portugaises, juste parce qu'elles étaient espagnoles, bien sûr, elles devaient te payer plus de rendement, même si au niveau micro, tu faisais une analyse. Tu te souviens de ça ? Oui, tout à fait. Bon, donc tu vois bien qu'il y a une contamination entre le spread souverain, entre le souverain, puisque c'était une crise du souverain espagnol, tout à fait, et la société, juste parce qu'elle est enregistrée dans ce pays. Ça, c'est un risque qu'on adore. Alors, je vais te dire, c'est le risque qu'on adore, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on est en train de dire là ? On est en train de dire, il y a des moments dans la vie où tu peux avoir un rendement très intéressant pour des raisons qui ne sont pas liées à l'émetteur, mais des raisons externes. Après, tu continues ton analyse. Qui peuvent quand même polluer à terme. Exactement. Exactement. C'est pour ça que je dis, tu vois, je ne m'arrête pas là. Je te dis, après, tu continues ton analyse et tu essaies de voir dans quelle mesure cette corrélation entre le code postal et l'entreprise peut à un moment venir te poser un problème sur ta belle entreprise. Et je ne te dis pas qu'il n'y en a pas. Mais c'est un autre type de risque. C'est ça que je trouve intéressant. Quand tu parlais de diversification, c'est un autre type de risque. Et généralement, c'est un risque... Là, c'est pas le thème du jour, mais je peux te montrer vraiment, c'est un risque qui est très, très, très intéressant à prendre et qui se finit rarement mal. Tu as de la vol, évidemment, bien sûr, mais qui se finit rarement mal au sens de ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire d'être sur des sociétés qui, à la fin, elles ont fait leur job, elles ont payé leurs dettes. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait beaucoup chez IVEO. On a des produits... Et ce que vous faisiez historiquement. Voilà, exactement. Et donc, c'est devenu quand même, juste pour te dire... c'est vrai que c'est devenu le gros d'IVEO aujourd'hui parce que on est dans la gestion collective, on a créé des fonds UCITS qui font ces stratégies-là. Vous avez combien d'AUM ? Maintenant, on a passé le milliard sous gestion et c'est devenu la grosse part de nos AUM. Évidemment, la gestion collective liquide, elle présente cet avantage-là, c'est que si tu as une bonne stratégie compréhensible et que il n'y a pas d'accident et que tu démontres par tes performances le comportement de tes fonds, etc., ça va plus vite que le non-coté. Donc, c'est clair. Voilà, le non-coté, en termes de track record, c'est un petit peu plus évident. Le non-coté à construire from scratch, c'est autre chose. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai, la majorité de nos actifs aujourd'hui sont sur ces stratégies d'obligations corpo émergentes et notamment ce travail sur les codes postaux, etc. Donc ça, c'est fait. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez lancé ce nouveau fonds pour aller découvrir de nouvelles classes d'actifs et peut-être aller chercher d'autres types d'investisseurs. Oui, alors pour te dire, tu sais qu'on a commencé le litigation, notre première transaction, c'est pas d'hier. On l'a même créé avant notre premier fonds collectif. Ah bon ? Ouais. Donc c'est 2014. Ok. Tu vois ? Et comment tu avais eu vent de ça ? Alors ça, c'est la vie et les opportunités. Donc on est venu nous présenter en fait une opportunité de financement. Donc nous, je dirais que les gens, enfin en tout cas on a un peu de réseau de notre passé, etc. Et les gens savaient qu'on avait un petit peu de capital, parce que je te parle de ça en 2014, donc à l'époque, je ne me souviens plus, mais je pense que si on avait 100 millions sous gestion, c'était déjà beaucoup. On a démarré avec 22 millions, je pense qu'à ce moment, en 2014, je ne sais plus, mais on devait avoir entre 100 et 200. Et les gens savaient qu'on avait un petit peu de capital et savent que, je te l'ai dit, notre ADN, on aime beaucoup aller regarder autre chose et l'analyser. Et ça ne veut pas dire qu'on fait tout, évidemment. Tu te doutes qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Mais par contre, on est toujours à l'écoute, toujours intéressé de voir qu'est-ce qui... Et à l'époque, on est venu nous présenter justement une class action. Donc sur C'est un avocat alors ? Oui, tout à fait. Et une class action, donc c'est un avocat, mais justement pas l'avocat qui mène l'action. Donc c'est un avocat qui justement passait dans le monde du litigation funding, qui se convertissait dans le monde du litigation funding. Et à l'époque, lui, il avait un deal qui a capoté, tout simplement. Et en recherche de financement, on a eu l'occasion de discuter. Et il nous a présenté une action sur un schéma de Ponzi. Pas celui auquel tu penses, mais comme l'action est confidentielle, je ne vais pas te dire qui c'est. Mais en tout cas, c'est parmi, on va dire, dans le top 3 des plus gros schémas de Ponzi qu'il y a eu dans l'histoire des États-Unis. Et il est venu nous présenter ce truc. C'était pas Madoff.
Bravo. Et il est venu nous expliquer que c'était, voilà, on pouvait financer ça. Et honnêtement, à l'époque, on avait juste, c'était un ovni. Ouais. Hein, donc voilà. Bon, donc vous avez financé ça. Exactement. Et puis après, vous avez continué à suivre ce qui se passait, j'imagine. Exactement. Et on a depuis fait quand même 100 millions. On a levé et déployé 100 millions. D'accord. Ça commence à faire en facture d'avocat payée, puisque je te rappelle que notre argent sert à payer des factures d'avocats et d'experts. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on a vu passer pas mal de factures. Ouais. Et on a fait ça sur environ 40, je dirais presque 50 transactions. Je crois qu'il y en a 47 différentes. Parfait. Voilà. Qui vous apporte du coup le deal flow? Alors sur des fonds de PI traditionnels ou de VC, c'est, je pense, assez clair pour nous tous qui t'écoutons. Pour vous, c'est plus spécifique. C'est toujours des avocats qui viennent vous voir en direct? Alors, j'ai presque envie de répondre oui, parce que c'est vrai que l'essentiel du deal flow, c'est ton réseau. Ouais. Que tu arrives, si tu veux te faire de l'origination, enfin si tu veux. Dans le non-coté, d'ailleurs, pourquoi ça prend plus de temps de créer un business de non-coté que du côté? C'est qu'il faut, dans le non-coté, il faut se créer la capacité à originer des deals. C'est bien beau de lever de l'argent, il faut le déployer. Et donc, cette capacité à originer, elle vient effectivement principalement des cabinets d'avocats eux-mêmes, qui, eux, ont les cas sous les yeux. Hein, et qui, au départ, je te dis en 2014, sincèrement, et encore plus en Europe, même les cabinets d'avocats ne connaissaient pas tant que ça le fait qu'ils pouvaient proposer même à leurs clients du financement. En Europe, tu veux dire? En Europe. Plutôt en Europe. Mais je te dirais, c'était même pas non plus si généralisé, si connu que ça, des cabinets d'avocats qui sont quand même... ils sont dans l'écosystème. Et je précise en 2014 parce qu'aujourd'hui, par contre, c'est plus le cas. Je pense qu'il n'y a pas un seul avocat aujourd'hui qui ne sait pas que le litigation funding est possible et qui pourrait pas penser à le proposer à ses clients. D'accord. Donc l'avocat, on va se mettre dans ton day-to-day. L'avocat, le partenaire du cabinet te contacte en te disant, voilà, on a un super beau litigation case. Comment est-ce que vous prenez en considération ce cas-là et vis-à-vis des LPs qui vous ont rejoint dans ce fonds, comment vous restez aligné avec, je ne sais pas si on peut parler de thèse d'investissement comme dans un fonds traditionnel. Comment est-ce que vous arrivez à joindre les deux? Oui, alors, tu sais, comme d'abord, on est sous le format d'un fonds. D'ailleurs, on est un fonds, on est régulé, on a un agrément AMF. Je pense qu'on est la seule société de gestion en France qui a un agrément AMF pour faire du litigation. D'ailleurs, l'AMF c'est un agrément spécial. Oui, d'ailleurs, l'AMF avait, enfin, en tout cas, nous, je me souviens, on a passé du temps avec l'AMF pour arriver à aboutir à cet agrément spécial. Et donc on a un prospectus dans nos fonds. D'accord. Donc on est vraiment dans un monde tout à fait by the book, comme on dit. Et dans le prospectus, on a une philosophie d'investissement. Donc on dit sur quoi on va investir. Donc je te parlais tout à l'heure, on va dire qu'on peut faire des arbitrages, qu'on peut faire des contentieux sur les cours locales, géographiquement, qu'on va aller à tel endroit, qu'on va exclure tel endroit, qu'au niveau des secteurs, alors là, tu vois... là, c'est compliqué parce que... Alors, il faut penser à l'envers, je te dirais, il faut penser à l'envers. Je vais dire pourquoi. Parce que c'est vrai que tu as des secteurs qui peuvent être exclus, mais toi, tu es là pour financer... Alors, juste pour te dire, je ne l'ai pas dit en préambule, mais tu finances que des victimes présumées. Parce que, encore une fois, donc, il faut qu'il y ait un enjeu de dédommagement économique pour que la financiarisation marche. Bien sûr. Si on amène du capital, c'est qu'il faut qu'il y ait une somme d'argent à un moment sur laquelle on puisse récupérer notre capital et notre return. Si tu es du côté des défendants, y a pas, il faut être du côté des victimes supposées. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, je comprends. Donc en fait, généralement, tu n'as pas d'exclusion sectorielle parce que des fois, tu as des secteurs justement tu vois, des secteurs où tu es content que de faire valoir les droits des victimes. D'ailleurs, juste pour te dire, ça fait partie, je te retrouverai l'article, mais ça fait partie des articles des Nations Unies, Access to the Justice, c'est dans les principes, il y a un support au litigation funding, parce qu'au final, ce que l'on fait, c'est qu'on amène du capital pour permettre à ce que des victimes présumées puissent éventuellement être dédommagés, parce que quand même le grand défaut du système légal, c'est que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Et si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas. Donc vous êtes Robin des Bois en fait.
Je sais pas, mais enfin, en tout cas, moi je te dis en tout cas comment je le vis personnellement. Ouais. Oui, moi, c'est un des aspects que j'aime beaucoup. On est dans l'économie réelle. Ça déjà, ça plaît toujours. On finance vraiment l'économie réelle. Et en plus, on est en train d'essayer de permettre la réparation d'un préjudice. Donc ça me plaît. Et je te dirais, si on s'est trompé, si ce qu'on pensait être une victime ne l'est pas, c'est tant pis pour nous. Parce que justement, on prend ce risque-là. Mais si on ne s'est pas trompé, ça veut dire que même la justice a rendu justice et elle a démontré qu'on était du bon côté de la barrière. Comment vous analysez les cas qui sont... Donc j'imagine qu'il y a quand même un gros travail qui est fait en amont par l'avocat. Mais de votre côté, qu'est-ce que vous avez sourcé comme ressources en interne pour avoir la capacité d'évaluer les potentiels de réussite des cas qu'on vous amène ? Alors comment ? Bon, évidemment, et tu l'as dit, personne ne connaît mieux le cas que l'avocat qui est en train de te l'amener. Et il ne faut pas rêver, si c'était si facile d'analyser un cas et de donner une probabilité avec beaucoup de confort, je pense même que les avocats eux-mêmes feraient tout au succès. Ou, tu vois, donc ça, je pense qu'il faut démystifier. Et d'ailleurs, je le dis parce que nous, on a quand même notre learning curve depuis 2014. Et justement, on n'est plus sur penser que c'est une science exacte, qu'on peut bien analyser le risque dès le départ. C'est multifactoriel jusqu'à l'arrivée. C'est-à-dire c'est multifactoriel le chemin, parce que tu découvres tout au long du chemin du cas un certain nombre de choses que évidemment on t'a pas donné au départ, ou qu'on a soit oublié, soit où on savait pas. Mais ça va plus loin. Je te dirais que le même cas devant un juge A, il peut être jugé de telle manière et avec tel montant. Et avec un juge B, il peut être jugé de telle manière avec un autre montant. Ça n'est pas une science exacte, ça n'est pas mais c'est aussi l'avantage. Encore une fois, si c'était si balisé, tu n'aurais pas cette capacité d'avoir des risk-reward aussi attractifs. Bien sûr. Donc voilà. Donc comment on fait ? Donc nous, on a d'abord dans l'équipe, on a un avocat. Ensuite, on prend toujours l'avis d'avocats externes. Donc là, je suis en train de te parler d'un autre cabinet, pas celui qui va gérer l'action. Non, j'ai compris. Voilà, donc on prend systématiquement un avis externe. Et on a on fait les deals avec eux depuis 2014. Donc pour moi, c'est l'équipe. C'est juste qu'ils ne sont pas internalisés, mais c'est comme si, sincèrement, et qui eux aussi sont avocats. Ils sont 3. Et donc voilà, on a un multiple regard pour la partie juridique. Mais pour l'autre partie, qui est la partie quantum, je ne dirais pas que les avocats sont les mieux à même de te dire combien ça vaut. C'est difficile. Difficile, un exercice difficile pour tout le monde, même quand tu fais rentrer les experts dans le jeu. Il y a débat. Et encore une fois, sinon ce serait trop facile. Et après, il y a un autre aspect aussi qui est complètement, qui n'a rien à voir avec les aspects juridiques du cas, c'est le bon sens. Donc, qui manque parfois en finance. Je sais pas, mais enfin en tout cas moi j'insiste beaucoup là-dessus. Quand on fait nos comités d'investissement, on a maintenant une forme de scoring, tu sais, des cas. Et le scoring, il porte sur des sujets de bon sens. Il porte pas sur des sujets du code civil ou du code du commerce, tu vois. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment le bon sens, et j'essaie de voir si on a tické les box et comment on se situe par rapport à ces points de bon sens. Voilà. Et vous construisez derrière, vous construisez des SPV par cas ? Comment ça se passe ? Oui, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours fonctionné comme ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est important de bien rendre hermétique chaque cas entre eux. D'accord ? Donc, à la fin, tu as une contrepartie qui fait le financement, c'est toujours un SPV. Si demain, il y a un sujet sur ce cas-là, si par exemple, il y a une contre-attaque, tu vois, aussi, c'est important que tous les cas soient pas contaminés dans un portefeuille et que tu aies pu limiter. Tu sais, là vraiment pour te dire, on apprend tous les jours, c'est aussi ça qui est passionnant, mais tu as la théorie, où on te dit que tu ne peux pas avoir, ton risque est connu à l'avance, il est limité au montant que tu vas financer, etc. Tu peux pas avoir de contre... la loi, elle évolue aussi. Bien sûr. On l'a vu, on sait, on va pas le faire, mais il y a des cas comme ça. Je pense qu'il faut être vigilant. Et le fait de fonctionner SPV par cas,
à notre avis, toujours la bonne solution. Super. Alors j'avais une question sur les investisseurs, parce qu'on en parlait avant d'enregistrer. Vous avez quand même, j'imagine, des investisseurs qui sont, je dirais, entrepreneurs, quelque part, parce que c'est une classe d'actifs qui est très nouvelle. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui vous a suivi dans cette aventure ? Alors au départ, et comme toujours, j'allais dire, quand c'est très nouveau, c'est plutôt des clients privés, / family office. D'accord. Donc c'est vraiment eux qui ont moins de critères d'investissement à suivre. Ils sont moins dans une grille et même plutôt en recherche d'ailleurs de choses nouvelles, de choses intéressantes. Et si ça fait du sens, ils sont capables de venir dans des sentiers encore un peu nouveaux. Ça c'est vraiment, et je les salue d'ailleurs, je profite de l'occasion. Après, on a eu relativement rapidement, on a eu un petit peu de fonds institutionnels qui se sont déployés pour nous accompagner, parce que la classe d'actifs les avait interpellés. Oui. Et probablement aussi parce que notre approche dans la classe d'actifs est assez particulière. C'est que nous, depuis 2014, on fait comme ça. On verra si on continue. Oui. Mais pour le moment, il y a un marché pour ça, donc on va continuer. Il s'avère que le marché cet investissement, si tu veux, les cas, ce risque, ce type de risque. Bon, tu es d'accord que c'est un risque légal. Oui, tout à fait. On va à un procès, et puis est-ce qu'on gagne ou on perd En fait, en réalité, il y a un marché d'assurance là-dessus. Si tu as un gros marché d'assurance. En fait, j'ai pas posé la question, mais je me l'étais noté. Voilà, donc en fait, si tu veux, toutes les entreprises du monde souscrivent des assurances tous les ans, qui les assurent contre quoi ? Contre un risque d'un potentiel procès. Et si jamais tu en as un, elle te paye tes frais liés à la procédure. Ouais. Et si jamais même, tu peux même payer, si tu payes une prime un peu plus chère, il te paye même un liability potentiel. C'est-à-dire si tu es jugé et que tu es condamné à payer quelque chose, elle peut justement être là pour payer. C'est une assurance pour ça. Donc assurer le risque d'une litigation, c'est un risque qui est très connu des assureurs. Ouais. D'accord ? Il y a un business énorme là-dessus. Bon, nous, depuis 2014, et c'est probablement d'ailleurs ce qui nous a fait aller faire le grand saut, c'est qu'on s'est dit, on adore la classe d'actifs, le sous-jacent, décorrélé, etc. Il y a une asymétrie entre le montant que tu vas investir et le montant que tu peux potentiellement récupérer, qui est génial. Et on s'est dit, on aimerait bien y aller, tout ça. Mais quand même, tu ne comprends pas le risque, tu vois. Et donc, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est que dès le départ, on a vu qu'on pouvait faire assurer tout ou partie de notre risque qu'on allait prendre dans l'investissement. Et nous, on n'y a pas été de main morte, on a fait tout assurer. Voilà. En se disant, on découvre une classe d'actifs, c'est la learning curve. C'est quoi ? C'est un capital garanti alors ? Voilà, en fait, cas par cas, parce que c'est pas le portefeuille qu'on fait assurer, c'est pour chaque cas, on sollicite, je te dis, voilà, tu vas voir les assureurs, il y a un marché, et tu dis, je voudrais faire assurer ce cas-là, ils font leur comité, ils regardent le type de risque, et eux, ils te disent, je suis prêt à underwriter ou pas underwriter. Okay. D'accord ? Et donc, à la fin, nous, comment on est passé d'une protection cas par cas à un fonds qui finalement dans l'ensemble est capital protégé, puisque c'est juste qu'on dit on ne fait pas d'appel de fonds si on n'a pas au préalable déjà obtenu l'assurance. D'accord. Tu vois ? Donc comme ça au moins tu es dans une logique de capital protected. Ça a un coût évidemment, mais le jus final net du coût, etc. est très intéressant et on continue à faire comme ça. Super. Alors c'est quoi votre prochaine classe d'actifs ? Là, t'es dur. Non, ce que je peux te dire, je ne sais pas si ça sera la prochaine, on verra bien, tout évolue, mais je peux te dire, il y a une classe d'actifs sur laquelle on est rentré, on n'a pas eu le temps je vais te raconter 2 minutes, mais on n'a pas eu le temps d'aller plus loin parce qu'il y a eu le Covid, mais on a fait quelques deals quand même. On est très intéressé par le monde de la venture debt. Ouais. Tout à fait. Donc, tu as compris qu'on est plutôt des gens avec une ADN de crédit plutôt que d'equity. Ouais. Donc tout ce qui est financement, construire des financements, cotés, non cotés, analyser, ça c'est quand même notre compétence technique. Et on a fait une dizaine de millions d'investissements sur de la venture debt pré-Covid. D'accord. Et ça nous a tellement intéressés qu'on était en train d'accélérer. On avait même à l'époque, c'était dans la presse d'ailleurs, remporté un appel d'offres de la Banque interaméricaine de développement. Donc c'est toujours intéressant, c'est toujours sympa de pouvoir faire des choses avec des institutions comme ça, pour faire un fonds de venture debt LATAM. Ah, tu vois, c'est super très spécifique. Et impact. Tu vois, on était vraiment dans du très spécifique. Là, tu as toutes les cases qui sont cochées. Bon, ça, c'était 2019. Le Covid est arrivé.
Je pense que autant d'ailleurs l'IDB, c'est les initiales de la banque, l'IDB que nous, il y avait d'autres sujets d'un coup qui surgissaient, et ça a été mis un peu au réfrigérateur. Mais je pense que dès que... je pense que c'est une classe d'actifs qu'on regardera. On trouve ça intéressant. Ça fait partie justement du genre d'investissement qui nous parle. Parfait. Alors pour clôturer, je demande toujours un livre ou un podcast à nous recommander. Alors, je me suis fait la réflexion, parce que évidemment je me suis préparé un petit peu, mais je me suis fait la réflexion avec beaucoup de tristesse, de me dire mais c'est marrant, mais en fait je ne lis plus, à part je lis beaucoup, mais en fait je me aperçois que je passe ma vie à lire de la recherche. Ah oui. Voilà, bon, c'est comme ça. Ça peut être de la recherche. Non, je lis beaucoup la recherche de JP et de Bank of America, donc je sais pas, ça va passionner beaucoup de monde, mais c'est vrai que c'est ce que je lis le plus. Alors pour rigoler, mais je vais te dire, il y a un livre que j'avais beaucoup aimé qui était The Greatest Trade Ever, que j'avais beaucoup aimé parce que c'était au sortir, tu vois, on a parlé de cette période de Lehman avant l'enregistrement, et c'était au sortir de ça, et c'était le trade de John Paulson qui est décrit dans ça. C'est un trade qui m'avait, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Et puis sinon, je relis Harry Potter avec mes enfants en ce moment. Ah, donc excellent. ça peut être sympa. Je recommande toujours, c'est toujours très sympa. Ouais. Donc voilà, je dirais ça pour. Parfait. Merci Mickaël. C'était hyper intéressant et hyper clair. Bon, merci Solène. À merci bientôt. pour l'invitation. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!